Salut à tous et bienvenue pour ce 86e numéro des infos dont on parle peu de l'agence Info Libre, présenté cette semaine par Lucas et Hugo de l'équipe parisienne. Au sommaire cette semaine, on commencera par les nouvelles de l'agence Info Libre, il y a quelques bonnes nouvelles, vous verrez. Pour les infos internationales, on parlera bien sûr des États-Unis et de l'Ukraine avec le vol MH370, du FMI, de Boko Haram, de l'Arabie Saoudite, de la Suède, de la Commission Européenne et de Jean-Claude Juncker et de l'Iran. Sans oublier bien sûr la Libye et le Venezuela. On enchaînera avec la rubrique économique et le constructeur du Mistral à Saint-Nazaire qui a décroché un nouveau contrat. On parlera du procès Yoplait Lactalis, de Jacob de Rothschild et des investissements pharaoniques de BP dans le champ gazier égyptien. Enfin, on parlera de la BCE et de McDonald's. Environnement santé, on parlera du paracétamol. Et en société, on parlera de la vision de la laïcité du PS, des antifascistes délateurs, de Ramayad, des zoos humains, du Front National au Parlement Européen et de Gilad Atzmon. Alors attachez vos ceintures et c'est parti. Et avant de commencer ce contenu, je voudrais vous annoncer deux bonnes nouvelles. La première, c'est que la chaîne Agence Info Libre a été débloquée par YouTube, ce qui signifie qu'on pourra publier des vidéos de plus de 15 minutes sur cette chaîne-là, qui compte 57 000 abonnés, donc ça augmentera d'autant plus nos vues. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et la deuxième nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que la cour d'appel de Versailles a finalement condamné Steve Bismuth qui avait fait appel. Steve Bismuth, 25 ans, ancien membre de la LDJ, qui avait participé avec Arthur Benamou, un autre membre de la LDJ, à placer une bombe sous la voiture de Jonathan, notre reporter. Donc sur ce sujet-là, je vous propose d'écouter une petite interview que j'ai réalisée de Jonathan Moadab. Bonjour Jonathan. Bonjour Lucas. Alors on vient d'apprendre que le verdict a été non seulement confirmé en appel pour l'ex-membre de la LDJ qui t'a attaqué et qui avait fait appel. Donc le verdict a été confirmé en appel et il a écopé en plus de 4 000 € d'amende. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette affaire depuis le début ? Les faits qui étaient incriminés, c'était donc c'était une petite bombinette artisanale qu'ils avaient jetée sur ma voiture en septembre 2012. Plus il y avait eu des menaces de mort, etc. Dans toute cette affaire, il y avait 4 personnes qui étaient impliquées, donc 2 majeurs, Steve Bismuth et Arthur Benamou, plus 2 mineurs qui n'ont pas encore été jugés pour cette affaire. En première instance, en juin, Steve Bismuth et Arthur Benamou ont été condamnés à 10 mois ferme pour M. Benamou, et 6 mois ferme pour Steve Bismuth, plus 6 000 € de dommages et intérêts. M. Bismuth a fait appel de cette condamnation, et M. Benamou n'a pas fait appel, mais a priori a quitté le pays pour aller s'installer en Israël. Il y avait eu une audience en appel pour Steve Bismuth en janvier, audience pendant laquelle son avocate avait eu une stratégie assez étrange pour essayer un peu de justifier d'une certaine façon cet acte. Ils avaient repris un peu tous les éléments de langage qu'on trouve sur les sites de propagande prétendument antifascistes où ils nous qualifient d'extrême droite. Alors j'ai eu le droit à confusionniste. Elle dit oui, ne vous fiez pas à son charmant sourire. Sous-entendu, j'étais un dangereux personnage et que c'était finalement pas si mal s'il y avait eu ça. Elle l'a pas dit clairement comme ça, mais c'était un peu pour justifier l'acte. Mais ces arguments qui ont été utilisés par la défense, visiblement, ça n'a pas vraiment abouti, puisque quand même la justice a tranché en ta faveur et elle a tranché de façon plutôt équitable. Quand on sait l'état de la justice et puis comment s'en sortent les personnes qui agressent pour des raisons politiques, ce verdict-là, il est plutôt satisfaisant, non ? En fait, quand bien même j'aurais été l'antisémite, le fasciste, ou je ne sais quoi, ou le confusionniste qu'elle décrivait, ça change rien sur le principe. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec les idées de quelqu'un, employer ces méthodes contre cette personne-là, c'est juste illégal. Donc le tribunal, il a fait jouer le droit. Je pense pas qu'il y ait eu de notion d'idéologie, que ce soit pour lui ou pour moi. Ni même, comme j'ai pu lire sur certains forums, où on disait que s'il y avait eu condamnation dans cette affaire, c'était parce que la victime était juive. C'est absolument pas vrai. S'il y a eu condamnation dans cette affaire, c'est surtout parce que mon avocate Dominique Cochin
qui est une avocate qui s'occupe des affaires qui concernent les victimes de la LDJ depuis des années, a fait un travail vraiment formidable de suivi du dossier, etc. Lorsque des personnes sont victimes des agissements de ces personnes-là, de la Ligue de défense juive ou tout autre groupuscule communautaire qui vise à terroriser, parce que c'est les mots qu'il faut employer, hein, terroriser les opposants à l'État d'Israël, il faut absolument rien lâcher sur le plan judiciaire. La justice française est quand même toujours indépendante, et il faut nous aussi utiliser cette arme-là pour nous défendre, sachant qu'on ne peut pas utiliser comme eux le font la violence, c'est contre tous nos principes et ça mène à rien, quoi. Et est-ce que depuis cette affaire qui remonte à 2012, est-ce que tu as eu des nouvelles de la LDJ, à savoir des menaces, à savoir des messages, à savoir, je ne sais pas, un quelconque échange encore avec eux? Bah oui, il y avait eu l'affaire au Trocadéro en mars dernier, là, au meeting prétendument contre l'antisémitisme, où ils m'avaient cassé tout mon matériel et puis j'avais eu le droit à être un peu chahuté, dirons-nous. Et donc depuis cette agression-là, j'ai quand même été plus prudent et j'ai évité les lieux de rassemblement où ces gens seraient susceptibles d'y aller. D'une certaine façon, c'est céder à la terreur, mais bon, contrairement à Frédéric Aziza, personnellement, j'ai pas de garde du corps qui m'escorte quand je vais couvrir des manifestations. Donc je suis obligé de jouer aussi avec ces règles-là. Et mais sinon, des menaces, des messages Facebook. Et là, récemment, depuis que la dépêche AFP, qui a confirmé donc la condamnation de Steve Bismuth, à donc 6 mois de prison ferme, 7 000 € de dommages et intérêts, 1 200 € pour mon avocate au titre de l'article 700, plus ce qui n'était pas du tout prévu lors du premier jugement, 4 000 € d'amende auprès du ministère public. Et donc des messages sur notre page Facebook, Agence Info Libre, où ces gens font ironie sur mon nom, me nomment moi arabe, disent que de toute façon... Pourquoi moi arabe? Pourquoi moi arabe, d'ailleurs? Non, mais je suppose que c'est un jeu de mots sur mon nom de famille, qui est Moadab. Et ils disent que je suis un agent de propagande islamiste ou je ne sais quoi, qui disent que je suis pas juif parce que je suis athée, alors que je serais athée, hein, ce qui n'est pas le cas, mais bon, les faits sont pas importants pour ces gens-là. Et puis surtout, c'est que ça les gêne pas que tous les théoriciens du sionisme étaient athées. Théodore Herzl était athée, son fils n'était pas circoncis, il fêtait Noël. Que dire de Vladimir Jabotinsky, Ben Gourion, etc. Enfin bon, bref. Moi, je pense pas que ce soit dans leur intérêt d'utiliser la force contre leurs opposants, sachant que généralement c'est assez contre-productif. On voit ce qui se passe par exemple pour Gilad Atzmon à Londres, en Angleterre en ce moment, où il est victime de persécutions pour interdire ses concerts, et ça ne fait que le renforcer. Et je pense pas que ça leur fasse une bonne publicité que d'employer ce genre de méthode pour défendre leurs idées. Je te remercie beaucoup, Jonathan. Et je te souhaite une bonne continuation à l'Info Libre. Merci, Lucas. Et on passe sans plus tarder à la rubrique Informations internationales avec Hugo. Hugo, c'est à toi. Alors pour commencer ces informations internationales qui, une fois n'est pas coutume, sont très denses cette semaine, nous allons parler de nos alliés et amis saoudiens. 3 informations intéressantes que nous avons sélectionnées. Commençons par la récente déclaration d'Amnesty International qui affirme qu'il n'y a jamais eu autant d'exécutions en Arabie Saoudite. Mardi et mercredi dernier, ce sont 4 personnes de plus qui ont été exécutées, dont au moins une par décapitation. Cela porte déjà le total de cette année à 39, soit 3 fois plus que l'année dernière à la même époque. Officiellement, cela est justifié par une volonté de dissuader la montée du djihadisme. Mais pour Sebag Keshishian, un chercheur d'Amnesty Arabie Saoudite, il n'y a aucun fondement justifiant un tel rythme d'exécution. Il explique que même si le gouvernement prétend que ces exécutions sont nécessaires pour faire face au terrorisme, près de la moitié d'entre elles, de cette année, se sont rapportées à des délits non violents liés à la drogue. On rappelle en effet qu'en Arabie Saoudite, un grand nombre de délits sont punissables de la peine de mort.
On continue avec la presse canadienne, qui se fait le relais d'un rapport de différents experts qui révèle que l'Arabie Saoudite serait devenue le premier importateur au monde d'équipements militaires, dans un marché, nous dit-on, qui a atteint un niveau record, nourri à la fois par les tensions au Moyen-Orient et en Asie. Il devient du même coup le marché le plus important des États-Unis. À eux seuls, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont importé 8,6 milliards de dollars d'équipements militaires en 2014, soit davantage que toute l'Europe de l'Ouest. Quand on sait que l'Arabie Saoudite est le principal sponsor du djihadisme, on est en droit de se demander si on ne se fout pas de nous quand on pointe du doigt Internet comme vecteur principal de la montée du djihadisme, tout en continuant de leur apporter un support financier via le pétrole et la vente d'armes. En parlant de ça, nous avons appris cette semaine que la Suède mettait fin à sa coopération militaire avec le Riyad. La Suède a décidé de ne pas renouveler son accord de coopération militaire signé avec l'Arabie Saoudite en 2005, a annoncé mardi dernier le Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven. Alors, à propos de cet accord qui était controversé justement au sein du gouvernement de gauche en raison de la question des droits de l'homme, la plupart des membres de l'opposition du centre-droit ont appelé le gouvernement à prolonger l'accord militaire, soulignant le risque de miner la crédibilité de la Suède en tant que partenaire commercial. Alors je ne sais pas si en effet sa crédibilité en tant que partenaire commercial sera minée, mais ce qui est certain, c'est que sa crédibilité dans sa lutte contre le terrorisme n'en sera que renforcée. On apprend par ailleurs que le groupe Boko Haram, dont nous avons beaucoup entendu parler ces derniers mois, a fait allégeance à l'État islamique. Jusqu'en 2014, Boko Haram se voulait proche d'Al-Qaïda. Pourtant, à l'été 2014, Abou Bakr Shekau, le leader de Boko Haram, change de ton et se dit soutenir le leader du groupe de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi. Cette allégeance, outre le formidable coup de pub qu'elle offre à Boko Haram dans la sphère djihadiste, permettra-t-elle au groupe armé de recevoir des renforts ? C'est sans doute le pari d'Abou Bakr Shekau, désormais confronté à une coalition internationale emmenée par le Tchad et le Cameroun. Nous vous avions précédemment parlé du départ du porte-avions Charles de Gaulle vers l'Irak. Nous avons appris cette semaine que le navire amiral de la marine française est placé sous le commandement américain dans le cadre de l'opération en Irak. Selon le Washington Post, le navire français a été intégré à un groupe aéronaval avec le porte-avions nucléaire américain USS Carl Vinson. Il s'agit de la première fois dans l'histoire qu'un porte-avions français soit placé sous un commandement américain pendant une opération militaire. Alors toujours en Irak, des conseillers américains et israéliens ont été arrêtés alors qu'ils aidaient l'État islamique. Les forces antiterroristes irakiennes ont arrêté 4 conseillers militants étrangers, américains et israéliens, alors qu'ils étaient en train d'aider l'État islamique, selon l'agence iranienne Tasnim News, citant le député Mohammad Saleh Jokar. Selon le député, 3 d'entre eux auraient la double nationalité américaine et israélienne, alors que le 4e est originaire du Golfe Persique. Ces militaires étrangers ont été arrêtés dans le quartier général depuis lequel l'État islamique organise ses opérations militaires dans la province nord de l'Irak. Ces arrestations ont eu lieu pendant l'opération La Piqûre du Scorpion. Plusieurs combattants de l'État islamique sont morts durant l'assaut. Les détenus ont été transférés à Bagdad. Alors venons-en maintenant aux informations internationales concernant l'Union européenne. Nous avons appris que Tsirpas, en Grèce, avait signé le 12 mars dernier un partenariat avec l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, un organisme connu pour être ultra-libéral. Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE, a égrené la liste des défis qui attendent le gouvernement de Tsirpas. Nous avons discuté des moyens de mener des réformes significatives pour aider la Grèce à améliorer sa fiscalité, son administration publique, sa sécurité sociale, ses mécanismes anti-corruption, sa concurrence, son marché du travail, et sur bien d'autres domaines, la Grèce doit mener toutes ces réformes. En acceptant l'aide de l'OCDE, Alexis Tsipras dit espérer convaincre ses partenaires de sa bonne volonté. Alors nous passons maintenant à l'Islande qui a retiré sa candidature pour l'Union européenne. L'Islande a annoncé ce jeudi avoir retiré sa candidature 2 ans après l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement eurosceptique de centre-droit qui promettait de mettre un terme au processus lancé en 2009. Les intérêts de l'Islande sont mieux servis en dehors de l'Union européenne, a justifié le ministre des Affaires étrangères, Gunnar Bragi Sveinsson. Il y a 6 ans, un gouvernement de gauche avait déposé sa candidature à une époque où une grave crise financière avait ébranlé la confiance des citoyens dans leurs institutions et suscité l'envie de rejoindre la zone euro au vu de la chute de la valeur de la couronne. Alors je vous invite à consulter l'entretien que nous avons mis en ligne le 13 mars de Pierre Lévy, qui à l'occasion de la sortie de son mensuel Rupture revient sur la décision de l'Islande justement à ne pas vouloir entrer dans l'Union européenne.
Alors on continue sur l'Union européenne. Jean-Claude Juncker propose de créer une armée européenne. Alors l'initiative est soutenue par des députés allemands. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'est prononcé en faveur de la mise en place d'une armée de l'Union européenne. Une telle force nous permettrait de formuler une politique étrangère et une politique de sécurité commune, ainsi que de partager la responsabilité de ce qui se passe dans le monde, a déclaré M. Juncker dans une interview accordée au journal Welt am Sonntag. Alors selon lui, la mise en place de sa propre armée rendra l'Union européenne capable de réagir à toute menace pour ses pays membres ainsi qu'aux États limitrophes de l'Union. De cette façon, l'Europe manifestera à la Russie sa détermination à défendre les valeurs de l'Union européenne, a expliqué M. Juncker. D'après le journal, cette proposition a déjà été soutenue par certains députés du Parlement allemand. Ainsi, le président de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag estime que l'heure est venue de mettre en place une telle force en Europe. Alors, je vous invite à consulter la dernière traduction que nous avons faite de Nigel Farage, qui s'adresse notamment à M. Juncker concernant justement la mise en place d'une telle armée. Ça vaut le détour, vous n'allez pas être déçus. Nous arrivons maintenant à une information qui va sûrement en faire sursauter plus d'un. Le Parlement européen demande plus de démocratie en Russie. Et vous avez bien entendu, dans le cadre d'une résolution commune, les députés européens demandent fermement à la Russie de cesser toute forme de pression, de répression ou d'intimidation à l'encontre des figures de l'opposition, des représentants de la société civile et des médias indépendants. Cette demande intervient 15 jours après l'assassinat de l'opposant russe Boris Nemtsov dans le centre de Moscou. La Russie doit mettre fin à la guerre honteuse de propagande qu'elle mène contre le monde occidental. Elle doit cesser de cultiver et d'attiser la haine et les violences. Le ton est ferme au Parlement européen. C'est vrai qu'en Occident, nous sommes à l'abri de toute propagande, évidemment, et l'Union européenne est un modèle de démocratie. Enfin, passons. Alors, nous parlions justement de l'assassinat de l'opposant russe Boris Nemtsov, où 2 nouveaux suspects ont été arrêtés. Alors, parmi ces 2 suspects, il y en a un, Zaur Dadaïev, accusé d'implication dans le meurtre de l'opposant russe, s'est avoué coupable, a annoncé dimanche le juge du tribunal Basmani de Moscou, Natalia Mouchnikova. Né en 1982, l'intéressé réside dans la république d'Ingouchie, en Caucase russe. Zaur Dadaïev a été arrêté samedi avec un autre suspect, Anzor Koubachev, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'opposant Nemtsov perpétré la semaine dernière. Plus tôt dans la journée, les 2 suspects ont été officiellement inculpés. Il apparaîtrait que Boris Nemtsov ait été tué à cause de ses déclarations négatives sur les musulmans et l'islam, selon l'agence de presse russe APA. Alors pour rester sur l'actualité slave, la Russie se retire du traité FCE, qui est le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe. Alors qu'est-ce que c'est ? Signé en 90, le traité FCE définissait les quantités d'armement conventionnelles de l'OTAN et du pacte de Varsovie stationnés en Europe. Après la dissolution de l'URSS en 91, le traité a été ratifié par 30 États. Les pays membres de l'OTAN, les 6 États du pacte de Varsovie et 8 États de l'ex-URSS. L'Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Moldavie, Russie et Ukraine. Avec l'adhésion à l'OTAN de plusieurs anciens membres du pacte de Varsovie, le principe fondamental du traité FCE, relatif au maintien de l'équilibre des forces, a perdu sa raison d'être, le fonctionnement du traité ne s'exerçant plus que sous forme d'échange d'informations et d'inspection. Force est de constater que les pays de l'OTAN ont de facto violé les dispositions du traité FCE en élargissant l'alliance atlantique et en bloquant, sous des prétextes fallacieux, l'entrée en vigueur de l'accord d'adaptation. Cette politique, pratiquée malgré nos multiples avertissements concernant son caractère néfaste pour le contrôle des forces armées conventionnelles, a abouti à un résultat inévitable, la suspension de l'application du traité FCE par la Russie en 2007, a indiqué M. Mazur. Selon lui, cette suspension n'était pas définitive car la Russie continuait à participer aux réunions du groupe consultatif. Dans ce contexte, la Fédération de Russie juge absurde sur le plan politique et pratique de participer à ces réunions. Cette participation requiert en outre des dépenses financières et économiques injustifiées. Vu ces facteurs, Moscou a pris la décision de se retirer du groupe consultatif commun à partir du 11 mars 2015, a conclu le diplomate. Nous terminons ces informations avec le Venezuela, où on constate que les relations se tendent avec les États-Unis. Alors le Venezuela a rappelé lundi
pour consultation son charge d'affaires aux États-Unis, quelques heures après l'annonce par le président américain Barack Obama de nouvelles sanctions contre plusieurs responsables vénézuéliens impliqués dans la violente répression des manifestations contre le président Nicolás Maduro entre février et mai 2014, qui avait fait officiellement 43 morts dans les rangs des manifestants, des forces de l'ordre et des partisans du pouvoir. Cette mesure est la première réaction de Caracas après la décision du président Obama de renforcer les sanctions contre 7 responsables vénézuéliens. Nous sommes très inquiets des efforts du gouvernement vénézuélien visant à intensifier l'intimidation de son opposant politique, a affirmé la Maison-Blanche dans un communiqué. Nicolás Maduro, héritier politique d'Hugo Chavez, renforce actuellement son offensive contre l'opposition avec l'arrestation récente du maire de Caracas, Antonio Ledesma, accusé d'être impliqué dans un complot visant à renverser le gouvernement. Depuis l'accession au pouvoir au Venezuela en 1999 de Hugo Chavez, critique farouche de l'impérialisme américain, décédé en 2013, Washington et Caracas entretiennent des relations exécrables. Nicolás Maduro a annoncé il y a 10 jours la mise en place de visas pour les Américains voulant se rendre au Venezuela comme le pratiquent les États-Unis, ordonnant par ailleurs une réduction drastique du personnel diplomatique américain à Caracas. Les deux pays ne disposent plus d'ambassadeurs respectifs depuis 2010. À la suite de quoi, Maduro a demandé les pleins pouvoirs spéciaux en riposte aux sanctions américaines. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a demandé mardi à l'Assemblée nationale à Caracas de lui donner des pouvoirs spéciaux pour répondre à l'agression impérialiste des Américains. M. Maduro a aussi rappelé la population vénézuélienne à participer aux côtés de l'armée à des exercices de défense qui seront organisés dès samedi prochain. Alors, dès lundi soir, le président Maduro avait qualifié de coup le plus agressif, injuste et néfaste jamais porté au Venezuela. Vous n'avez pas le droit de nous agresser et de déclarer que le Venezuela est une menace pour le peuple des États-Unis. La menace pour le peuple américain, c'est vous, avait-il déclaré à l'adresse du président des États-Unis Barack Obama. Ce dernier avait qualifié la situation au Venezuela de menace extraordinaire et inhabituelle pour la sécurité nationale et la politique extérieure des États-Unis. Il avait annoncé des gels d'avoirs et des interdictions de visas contre les 7 responsables vénézuéliens impliqués dans les violentes répressions des manifestations dont je vous ai parlé plus tôt. Nous allons passer maintenant à la rubrique économie avec Lucas. Et on commence ces infos économiques avec une bonne nouvelle pour les salariés du Mistral qui devaient avoir un petit peu peur pour leur avenir ces derniers temps, puisque le constructeur des Mistral a décroché une grosse commande de la part des États-Unis. Les chantiers STX, qui construisent les porte-hélicoptères de type Mistral, ont reçu une commande américaine pour un paquebot géant dont le coût dépasse celui du contrat des navires pour la Russie. Les États-Unis, qui s'opposent énergiquement à la livraison des Mistral à la Russie, compensent ainsi la perte qui sera occasionnée par rapport à la Russie. Jacob de Rothschild, maintenant, ce grand banquier anglais, qui est président de Heritage Capital Partners, un fonds de pension de 2,3 milliards de livres, qui a délivré un message d'alerte assez épargnant sur la fragilité des futurs retours sur investissement. Dans un texte publié au sein du rapport annuel du fonds pour 2014, le président a donné un aperçu de ses préoccupations, disant qu'en plus d'un contexte économique difficile, les investisseurs font face à la situation géopolitique la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a dit que ceci était le résultat du chaos de l'extrémisme au Moyen-Orient, l'agression et l'expansion russe, et une Europe affaiblie menacée par un affreux chômage causé en grande partie par l'échec des réformes structurelles au sein de nombreux pays faisant partie de l'Union européenne. À rappeler aussi que, évidemment, Jacob de Rothschild a participé au Bilderberg comme beaucoup de gens de son illustre famille. Et on a cette décision américaine avec un juge américain qui a décidé d'interdire à la banque Citigroup de procéder au paiement des intérêts sur les obligations argentines comme le souhaitait Buenos Aires. Ce qui a entraîné la victoire de ce qu'on appelle les fonds vautours. Les fonds vautours, ce sont les fonds qui ont acheté en 2001 les bons de la dette à prix cassé et qui aujourd'hui refusent la restructuration de la valeur de ces bons. L'Argentine, quant à elle, ne veut pas se laisser faire. Le ministre argentin de l'économie avait critiqué ce juge américain et il l'accusait de favoriser les fonds vautours et de participer à une véritable extorsion. En France, maintenant, c'est 192,7 millions d'euros qui ont été requis contre 10 laitiers français, dont Yoplait et Lactalis. L'autorité de la concurrence a sanctionné un cartel des yaourts à hauteur de 192,7 millions d'euros pour une entente sur des produits laitiers frais vendus sous marque de distributeur. 9 entreprises ont été ainsi épinglées dans cette affaire, parmi lesquelles 4 poids lourds, Yoplait, Senoble, Lactalis et Novandi.
Donc c'est Yoplait qui avait informé l'autorité de la concurrence de l'affaire en 2011 et ainsi elle a échappé à 44,7 millions d'euros de pénalité. Ce genre d'affaires arrive souvent. En décembre dernier, c'était le secteur du cosmétique qui avait été touché avec une amende record de 151 millions d'euros qui avait touché plus de 13 multinationales des cosmétiques dans l'affaire dite du Royal Villiers. Apple Pay maintenant qui serait le nouvel ami des voleurs de données bancaires. Selon le Wall Street Journal, le système de paiement Apple Pay serait touché par une vaste escroquerie aux données bancaires. En cause, les banquiers valideraient trop facilement les transactions sans procéder à des vérifications approfondies. Apple a réussi à imposer rapidement son système de paiement dématérialisé Apple Pay. Le hic, c'est que dans ce système, il y aurait des clients malveillants qui payent leurs achats en utilisant des données bancaires volées. Les identités et numéros de carte utilisés seraient issus du piratage de grandes enseignes américaines comme Home Depot et Target, qui s'étaient fait voler respectivement 56 millions et 40 millions de numéros de cartes bancaires. Les cartes piratées n'ont pas été remplacées, ce qui explique la fraude qui a des effets à très long terme. Alors les banques sont plutôt optimistes avec cette histoire et pensent que le coût de la fraude serait inférieur à celui du remplacement massif des cartes bancaires. Donc a priori, il vaut mieux rien faire. Cette nouvelle de BP maintenant qui va réaliser le plus important investissement direct à l'étranger. 12 milliards de dollars pour un projet d'exploitation d'un champ gazier situé à l'est du delta du Nil. 140 milliards de mètres cubes de gaz destinés à alimenter l'un des plus premiers consommateurs d'Afrique et un accord gagnant-gagnant pour le géant de l'énergie et le président égyptien. Ça, c'est selon RFI. Cet accord sera signé la semaine prochaine lors de la conférence de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Un rendez-vous dont le pouvoir égyptien attend beaucoup pour relayer l'investissement étranger. La Banque Centrale Européenne a annoncé la semaine dernière avoir donné un coup d'envoi à ses rachats massifs de dettes publiques sur les marchés. Il représente la mesure phare d'un vaste programme destiné à relancer la très faible dynamique des prix en zone euro. La BCE et les banques centrales de l'eurosystème ont commencé comme précédemment annoncé à mener des rachats dans le cadre d'un programme dans le secteur public. Le président de la BCE, l'italien Mario Draghi, avait annoncé la semaine dernière que le programme démarrerait lundi dernier. Et sur ce sujet, je vous conseille de regarder la vidéo interview de Vincent Brousseau qui a été réalisée par l'agence Infolibre, par David exactement, qu'on salue au passage. Et on a cette nouvelle Reuters qui est tombée la semaine dernière sur la Grèce qui demande des discussions avec la Troïka. La Troïka, c'est le système bancaire qui tient la Grèce dans sa main. Dans cette lettre, qui détaille aussi les réformes que le nouveau gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras se dit prêt à engager, se trouve aussi une main tendue au ministre des Finances de la zone euro, de l'Eurogroupe, pour leur prochaine réunion à Bruxelles. Je vous écris maintenant pour vous transmettre l'opinion du gouvernement grec selon laquelle il est nécessaire d'entamer immédiatement les discussions entre notre équipe technique et celle des institutions, déclare le ministre des Finances Yanis Varoufakis, dans une lettre au président de l'Eurogroupe qui a un nom absolument imprononçable. Et j'en profite pour vous transmettre aussi cette idée assez étrange de Yanis Varoufakis qui réclame à grands cris des indemnités à l'Allemagne pour l'occupation de la Grèce par les nazis en 1940. Le ministre des Finances menace même de geler les avoirs allemands en cas de refus de l'Allemagne de se plier à cette demande. Les Allemands, quant à eux, estiment que cette page de l'histoire doit être tournée et que la question des indemnités et des réparations a été juridiquement réglée il y a des années, a déclaré à Berlin Steffen Seibert, le porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel. Rappelons qu'en 1959, l'Allemagne fédérale avait accepté de payer 115 millions de Deutschmark à la Grèce pour indemniser les descendants des résistants grecs et des victimes de l'occupation nazie. Et maintenant, cette nouvelle à mettre au conditionnel puisque Reuters a retiré la dépêche qu'il avait écrite à ce sujet, mais la Chine serait prête à lancer à la fin de l'année son système de paiement internationaux. Ce système s'appellerait le CIPS, à savoir le China International Payment. Et on termine ces nouvelles économiques en parlant de McDo qui a des gros problèmes aux États-Unis puisque apparemment elle a annoncé le 9 mars des ventes en recul notable, encore plus importantes que prévu. La direction de McDo admet qu'il est urgent de changer sa vision de l'entreprise. McDonald's ne parvient pas à se relancer après une année 2014 calamiteuse au cours de laquelle ses bénéfices ont chuté de près de 15%. Donc face à ces problèmes, il y a des mesures. Le géant américain tente de se renouveler. La semaine dernière, il a ainsi annoncé qu'il allait arrêter de vendre des poulets élevés aux antibiotiques et servir du lait avec moins de matière grasse. Aux États-Unis, le géant a simplifié son offre et réduit le nombre d'aliments dans ses burgers, à la fois pour dégager plus de marge et pour que ses produits aient l'air plus sains. Santé maintenant, le seul article que j'ai cette semaine, c'est sur le paracétamol.
C'est un article qui est paru dans 20 minutes qui parle des dangers, des effets secondaires pointés par une étude sur le paracétamol. Donc je vous lis l'article. Remettre des maux du quotidien, le dafalgan ou encore l'efferalgan ou le doliprane serait à long terme néfaste pour la santé. Tel est le résultat observé par des chercheurs britanniques qui viennent de publier leur étude dans la revue Annals of the Rheumatic Disease. Si on connaissait déjà la toxicité de la molécule qui, ingérée à haute dose, était mauvaise pour le foie, pour la première fois, les chercheurs pointent du doigt les effets secondaires de la substance. Prendre un paracétamol augmenterait ainsi de 20% le risque de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Par ailleurs, les scientifiques font également état d'un risque plus élevé d'ulcères. Problèmes gastro-intestinaux et rénaux. C'est sur la surconsommation que s'attardent les chercheurs qui tirent d'ailleurs la sonnette d'alarme. Les personnes qui consomment quotidiennement et à forte dose du paracétamol, 3 comprimés de Doliprane 1000 par jour ou 6 efferalgan 500 par exemple, pendant une période prolongée s'exposent à davantage de risques. En se fondant sur 8 études existantes, les experts ont ainsi montré qu'un taux de mortalité accru pouvait atteindre jusqu'à 63% chez les patients consommant de manière répétée ces doses importantes. Le risque de développer des problèmes gastro-intestinaux et rénaux est également augmenté en cas de consommation régulière. Pour les problèmes rénaux, le risque serait ainsi multiplié par 2 en cas de prise cumulée de plus de 500 grammes de paracétamol au cours de la vie. La semaine de l'argent en France maintenant. L'éducation avec cette nouvelle assez surprenante, des banquiers vont à la rencontre des enfants de CM1, CM2 pendant la semaine de l'argent du 9 au 13 mars. C'est une initiative qui a eu lieu dans 22 pays européens d'après une initiative de la Fédération bancaire européenne. Ils appellent ces ateliers « J'invite un banquier dans ma classe ». Le programme. Pendant 1 heure, les enfants vont apprendre à bien gérer leur argent. Des cartes achats leur permettent de s'interroger sur des situations du quotidien. Ils doivent par exemple répondre à cette proposition. J'adore le dernier jeu vidéo qui vient de sortir. Il coûte 70 €. J'ai 70 €. Que dois-je penser avant de l'acheter ? À chaque question correspond une réponse. Il n'y a pas de mauvais comportement, on propose juste des différentes possibilités, précise Anne-Catherine Derck, directrice du projet, avant d'ajouter « Pour cette tranche d'âge, c'est un moment clé dans leur rapport avec l'argent. Ils vont commencer à acheter au collège, donc on veut anticiper cette période. » Cette dame précise par ailleurs que les banquiers ne doivent pas citer le nom de leur organisme, ni parler d'une quelconque offre commerciale qu'ils proposeraient. Comme ça a pu se voir, notamment avec la semaine du goût et les agents de Sodexo qui venaient dans les classes faire des présentations il y a quelques années. Un groupe proche de l'extrême gauche a mis en ligne un blog très explicite où des photos de fonctionnaires de police et de gardiens de prison de la région de Rennes étaient publiées, avec des photos de leurs enfants, les noms et adresses de leurs proches et de leurs familles. Le blog entend se venger de l'indiscrétion des policiers en étant lui-même indiscret avec les policiers et leurs proches. Un problème de plus en plus récurrent avec la multiplication des réseaux sociaux et de la confusion entre vie privée et vie publique, puisque la majorité des agents qui ont été ainsi piégés ont publié leurs informations personnelles sur Facebook. C'est intolérable et le terme de vengeance employé par ceux qui se livrent à de telles dérives laisse craindre le pire pour les familles des agents exposés à la vindicte de n'importe quel fou, déplore Nicolas Comte, le secrétaire général adjoint du syndicat de police, unité CGP Police. Le site est toujours en ligne puisqu'hébergé à l'étranger, ce qui pose aussi un problème pour faire respecter la loi sur Internet. Démocratie maintenant avec cette proposition du coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale qui estime qu'il faut désormais instaurer une amende pour sanctionner ceux qui s'abstiennent de voter. François de Rugy, coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée, estime qu'il faut désormais instaurer une amende pour sanctionner l'abstention. Il a déposé une proposition de loi pour rendre le vote en déclarant « Personnellement, j'en ai un peu assez qu'à chaque élection on se lamente, on se mette à pleurer sur l'abstention et qu'on ne fasse rien ». Il a aussi ajouté « Le suffrage est universel et aujourd'hui il est universel pour même pas la moitié des Français. Donc il y a une inégalité des Français devant le suffrage universel. On a beaucoup parlé des valeurs de la République au mois de janvier avec la terrible épreuve que nous avons subie. Maintenant il faut être concret sur les valeurs de la République. Et dans ces valeurs, il y a cet engagement civique autour du vote, a-t-il ajouté. Et après l'assiduité des électeurs, on va maintenant parler de celle des élus, avec le cas Harlem Désir, qui a été épinglé par une enquête. Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, qui a été récemment nommé, donc Harlem Désir, est contesté pour son inefficacité à la tête du PS, mais aussi pour son manque d'investissement à Bruxelles et à Strasbourg. Celui qui occupait jusqu'à hier le siège de député européen d'Île-de-France, selon le site votewatch.eu, Harlem Désir n'a participé qu'à 50,15% des votes à l'Assemblée européenne, ce qui le met en 752e place sur 766 députés. Il a posé 14 questions parlementaires et n'a amendé que 12 rapports. Seul point positif, il a réalisé 26 propositions de résolution, ce qui le place en 212e place, et rédigé une déclaration écrite, ce qui signifie qu'il y a un grand nombre de députés qui ne rédigent même pas une déclaration.
À titre de comparaison, Rachida Dati, qui avait été épinglée pour son manque d'assiduité, avait participé à 84,38% des votes à Strasbourg, ce qui fait qu'elle se trouve à la 463e place sur 766. Beaucoup plus grave maintenant, un candidat FN a été mis en examen pour détention d'images pédopornographiques. Ce candidat aux élections départementales à Cussey, Arnaud Couture, a été mis en examen début mars 2015 pour enregistrement, détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique. Il n'a pas commenté l'événement, il est âgé de 23 ans et il a annoncé qu'il mettait fin à l'ensemble de ses fonctions au sein du Front National. Et puis cette nouvelle qui relance le débat sur les zoos humains, puisque 2 Roms ont été exposés dans une galerie d'art en Suède. Ils ont été recrutés après avoir été repérés en train de mendier dans la rue. Il y avait eu en décembre dernier une vive polémique avec l'affaire Exhibit B qui reproduisait les zoos humains de l'époque coloniale, notamment au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, qui avait été couvert par l'agence Infolibre. À ce propos, je vous renvoie aussi à l'interview de Claude Rib pour l'agence Infolibre, réalisée par moi-même en décembre dernier. Il y a cet article du Monde aussi sur 20 assistants du FN au Parlement européen qui sont visés par une procédure pour fraude. Donc je vous lis le chapeau. Déjà visé par une enquête judiciaire à Paris ouverte pour blanchiment en bande organisée, le Front National va devoir faire face à une deuxième attaque. Les instances du Parlement européen ont en effet saisi lundi 9 mars l'Office européen de lutte antifraude pour 20 cas litigieux sur 20 assistants parlementaires engagés par 24 députés européens du parti dirigé par Marine Le Pen. Ces assistants sont pour la plupart présents dans l'organigramme du FN, certains d'entre eux occupant des postes stratégiques. Conseillers spéciaux de Marine Le Pen, 5 assistants européens. Ou au cabinet du président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen, 3 assistants européens. Les adresses figurant dans leur contrat d'exécution donnent même pour 19 d'entre eux les coordonnées du siège du FN à Nanterre. Le préjudice estimé est à 7,5 millions d'euros. Et on termine par une petite page culture avec Gilad Atzmon qui remercie je suis le lobby juif anglais pour lui avoir fait un formidable coup de publicité. A noter que l'album de Gilad Atzmon vient de sortir et pour en savoir plus sur cette affaire, je vous propose d'écouter l'interview de Gilad Atzmon qui a été réalisée par Jonathan pour l'agence Infolibre. Les infos dont on parle peu, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec David. Merci beaucoup et à très bientôt.